Bonjour tout le monde, ici Simon Boulris en direct de son bureau dans Saint-Henri à Montréal où je suis en confinement, mais confinement lumineux quand même, hein, il y a quand même pas mal de lumière malgré tout. Je me trouve donc oui dans mon bureau, puis j'ai la lampe dans mes cheveux. Ça ressemble un peu à une pince à toutou cette affaire-là, ou tu sais l'espèce de machine qui te masse le crâne. Si seulement c'était ça. Ben non. Alors, ben, la Bible urbaine m'a posé quelques questions et je vais y répondre avec grand plaisir. Je considère être un privilégié. Je suis travailleur autonome. Je peux écrire de chez moi présentement et j'ai surtout pas d'enfants à ma charge. Donc, j'ai de l'espace pour écrire. Malgré tout, je suis quand même assez préoccupé. Donc, j'écris beaucoup moins que ce que je m'étais imaginé. Et j'ai plusieurs projets qui sont sur la glace. Évidemment, j'avais une série, ma première série jeunesse écrite en solo pour la télévision, pour Radio-Canada. Ça s'appelle 6 degrés et on était en plein tournage. On avait commencé il y a quelques mois, un mois peut-être. Et donc, tout est sur pause. J'avais tourné mes propres scènes parce que je joue un rôle de professeur de français. Mais on avait tourné peut-être 10 jours sur les 35 ou 36 prévus. Donc, évidemment, la série ne sera pas livrée à temps. On prévoyait la sortir fin mai à Radio-Canada, donc ce ne sera pas le cas. Évidemment, on est dans les limbes, on ne sait pas ce qui va se passer, mais on est tous d'accord pour dire que c'est la meilleure chose. Donc, ça va sortir quand ça va sortir, puis on va tourner quand on pourra tourner, c'est tout. C'est pas plus grave que ça. En tout cas, c'est ce qu'il faut se dire. C'est une petite déception, mais mon Dieu, c'est très peu de choses. Sinon, évidemment, ben, j'ai beaucoup de salons du livre qui sont annulés. Moi, c'est une rencontre que j'aime beaucoup. J'aime ça rencontrer mes lecteurs. Ben là, ça se fait de façon plus virtuelle. Je reçois beaucoup de messages ces temps-ci, puis ça me fait profondément plaisir, malgré tout. Et j'avais un lancement. Je publiais mon 51e livre au mois d'avril. Évidemment, il est reporté à une date ultérieure. On ne sait pas quand, mais c'est la vie. Tout est un peu sur la glace. Tout va être reporté. J'y échappe pas, puis c'est très bien comme ça. Euh, L'avantage quand on est un travailleur autonome, dans mon cas, je suis surtout auteur. On pourrait se dire que oui, je peux écrire de chez moi. Euh, j'ai de la difficulté, pour vrai. Ça allait super bien la première semaine parce que j'étais dans une espèce de feu roulant qui m'épuisait un peu. Puis là, la première semaine, j'ai vu ça comme une brèche de calme dans ma vie. Je fais, ah, ça va faire du bien. Sauf que là, je me documente beaucoup. Évidemment, j'écoute les nouvelles à chaque jour et ça finit par être anxiogène et ça se répercute vraiment dans mon écriture qui n'a plus lieu, en fait, qui n'existe plus. Même, je parviens à lire. Ça, par contre, c'est un moment précieux dans ma journée, c'est quand je lis. Je lis avec peut-être un peu moins d'abandon depuis quelques jours. Là, je fais vraiment des aveux, là. Mais je sens que ça va revenir. Là. C'est juste que je suis préoccupé comme tout le monde. Et ben, on espère que tout va se régler. On l'espère tous. Ben, c'est la lecture. Je pense que, à défaut d'écrire autant que je le voudrais, j'écoute beaucoup de séries. J'ai écouté comme beaucoup de gens, c'est comme ça que je t'aime. Mon Dieu que c'est bon. C'est jouissif. Les actrices et les acteurs sont grandioses. C'est tellement bien écrit. Pour moi, c'est un coup de circuit dans le firmament télévisuel québécois. À tous les niveaux, la réalisation, les images, c'est une grande réussite. Sinon, j'avais déjà écouté Fragile, mais je vous invite à écouter Fragile de Serge Boucher, qui m'a enseigné en secondaire 3 et secondaire 5. C'était mon prof de français. Donc, grand dramaturge, grand scénariste, mais aussi grand professeur de français dans les années 90. Donc, Fragile, c'est à ne pas manquer. Sinon, ben, la lecture. Je lis un peu de tout. Là, je viens de lire le Consentement. Je suis en train de lire aussi Olivia de Lamberterie avec toutes mes sympathies.
Je lis beaucoup de littérature française parce que je lis beaucoup de Québécois normalement. Et là, c'est comme une petite pause où je lis un peu plus de littérature étrangère. Et ça me fait du bien de me sortir de mon habitude littéraire, de lire mes collègues. Donc, je dis ça, puis pourtant, j'ai plein d'autres sur ma table de nuit. J'ai beaucoup de Québécois qui m'attendent, évidemment. Donc ça, beaucoup de... Mon Dieu, c'est drôle, hein? Je vais dire quelque chose d'un peu terrible, mais je trouve ça parfois épuisant d'avoir... Ben, ce qu'on vit présentement, il y a une part... il y a quelque chose qui m'épuise là-dedans de ne pas savoir ce qui s'en vient. Puis je suis fatigué le soir alors que j'ai souvent rien fait, ce qui est très particulier. Puis c'est pour ça que je me sens mal de dire ça parce que je consens qu'il y a plein de parents qui sont vraiment à bout avec leurs enfants qui courent partout puis qu'il faut entertainer le plus possible. Moi, j'ai personne à divertir et pourtant, je dois me divertir moi-même et je trouve ça dur. Mais c'est faisable, bien sûr, c'est faisable. Ah! Écoutez, ça c'est beau. J'ai reçu hier un message qui m'a beaucoup touché. Écoutez bien ça. Mon fils de 6 ans joue à l'école. Il est le professeur, naturellement, et un de ses élèves s'appelle Simon Boulris. Tous ses autres élèves n'ont que des prénoms. En passant, lors d'une rencontre de bulletins, j'ai cru entendre que Simon Boulris n'avait que de bonnes notes. Bravo, Simon! Je trouve ça tellement cute. Ça n'a pas de bon sens comment ça m'a rendu heureux lire ce message-là, que dans l'imaginaire de certains enfants, je sois un élève, un de leurs élèves. Je vais beaucoup dans les écoles pour rencontrer donc les élèves, parfois parler littérature, les faire écrire aussi. Et là, évidemment, ben, tout ça s'est annulé. J'avais beaucoup de rencontres dans les écoles. Tout ça s'est remis. Probablement l'an prochain, les professeurs vont me réinviter. Mais je pense à mes collègues auteurs qui comptent beaucoup sur ces rencontres-là pour faire de l'argent. Puis je trouve, c'est vraiment triste. Ça, c'est vraiment triste. Mais donc, recevoir un message comme ça, ben, ça me touche, bien sûr, ça me touche vraiment beaucoup de savoir que qu'on s'est déposé dans la mémoire d'un enfant de façon suffisamment valide pour qu'il puisse se rappeler de nous comme ça. Puis j'ai toujours trouvé que mon nom avait de la swing, Simon Boulris. J'ai une amie qui me dit toujours, toi Simon, je peux pas juste t'appeler Simon, c'est Simon Boulris. C'est comme ça a de la swing. Mais c'est comme Serge Postigo. Pour moi, il s'appelle pas Serge, il s'appelle vraiment Serge Postigo. Je le connais pas, Serge, là, mais pour moi, c'est Serge Postigo. L'interprétation acoustique d'une chanson personnelle. Je ne chanterai pas, même si je me ferai certainement plaisir, mais je ne vous ferai pas plaisir. Donc, je ne vais pas chanter. Alors, j'ai trois petites lectures à vous proposer. Rose Aimée, je l'ai écoutée cette semaine et elle a lu un poème d'amour. Ah, pourquoi pas un poème d'amour? Alors, mon poème d'amour préféré, c'est de Pierre Louis. Alors, un poème magnifique que j'aurais dû préparer à l'avance, mais que je ne l'ai pas fait, mais je l'ai trouvé ici. Alors, ça s'appelle Le passé qui survit. Je laisserai le lit comme elle a laissé, défait et rompu, les draps mêlés, afin que la forme de son corps reste empreinte à côté du mien. Jusqu'à demain, je n'irai pas au bain, je ne porterai pas de vêtements et je ne peignerai pas mes cheveux, de peur d'effacer les caresses. Ce matin, je ne mangerai pas, ni ce soir, et sur mes lèvres, je ne mettrai ni rouge ni poudre, afin que son baiser demeure. Je laisserai les volets clos, et je n'ouvrirai pas la porte, de peur que le souvenir resté ne s'en aille avec le vent. Oh, un poème lesbien, j'aime assez ça. Alors, Pierre-Louis s'est mis dans la peau de Bilitis. D'ailleurs, ça s'appelle Les chansons de Bilitis. Et ça, c'est une belle imposture dans le monde littéraire. Je ne sais plus c'est en quelle année que c'est paru. J'aurais dû me préparer encore une fois. Je ne l'ai pas fait. Je suis désolé. Mais donc, quand c'est sorti... Ah, il a écrit ça en 1894. Je l'ai écrit comme ça quand je l'ai lu en 99. Alors, il avait 24 ans. Wow, il avait seulement 24 ans, fabuleux. Donc, il a écrit ça à la fin du 19e siècle et il a prétendu que c'était des traductions des chansons de Bilitis. Et tous les spécialistes ont dit que ce sont les plus belles traductions jamais lues, alors que c'est une invention. Il a tout inventé ça. Quand je disais que c'est une belle imposture, c'est un beau pied de nez, en fait, au monde littéraire qui parfois est un peu stiff, je trouve.
Ensuite, j'ai pensé vous lire un de mes auteurs préférés. Il s'appelle Michael Delisle. Alors, ça s'appelle Le désarroi du matelot, mon roman préféré de Michael Delisle. Et il y a un passage qui, pour moi, euh, m'a toujours apaisé. Là. Un aveu ici, là, j'ai toujours adoré me retrouver dans les pharmacies et dans les épiceries, dans les supermarchés. Là, quand c'est immense et qu'il y a des néons jaunes, je me sens bien, je me sens à l'abri. C'est un peu particulier. Hein? C'est comme Jean Giono qui disait la tempête est bonne quand l'abri est sûr. Moi, je me sens à l'abri dans un Jean Coutu. Une Jean Coutu qu'il faut dire, hein? Une pharmacie Jean Coutu. Alors, un petit extrait qui représente très bien mon amour des pharmacies. Dans un état d'énervement grave, il est entré dans une pharmacie Jean Coutu. Il a fait toutes les allées, lentement, estimant les vertus de chaque nouveau produit, effleurant de la main une brosse à dents, une éponge de bain, un pain de savon, une boîte de pansements, jusqu'à ce que la paix soit revenue. Le parfum des allées le calmait. C'était un mélange de détergent rose, de chocolat au lait et de pilules crailleuses. Il y avait aussi un réconfort dans la fabuleuse quantité de flacons fermés, vissés, scellés pour plus de pureté, recelant des bombes et promettant toutes les guérisons du monde, de la plus entendue à la plus improbable. C'était rangé là, c'était éclairé blanc et les plafonds étaient hauts. Ah, que c'est beau! Michael Delisle, à lire vraiment si vous ne le connaissez pas. Et j'ai pensé vous lire le début de mon texte L'abri le plus sûr, qui c'est une publication, ça fait peut-être 1 an à peine que c'est paru. Juste vous lire le début, parce qu'il est question d'abri, encore une fois. Il est question, en fait, de la tempête de verglas qu'on a connue en 1997, il me semble, 97, j'ai un doute. Alors, ça s'appelle le premier chapitre, La grande noirceur. Étienne, as-tu pris ta douche? Pas encore, maman. Je suis assis à la table de la salle à manger, en train de finir le devoir que je dois remettre demain matin. Soudain, notre maison plonge dans le noir. Un moment, il faisait clair, et là, il fait nuit. Dehors aussi. Toutes les maisons de ma rue se sont éteintes en même temps, comme si tout le monde s'était mis d'accord pour aller au lit à 18h45. C'est même trop tôt. Les lampadaires aussi se sont éteints. Il n'y a plus d'électricité, constate papa. On n'ouvre plus le frigo pour rien, prévient maman. C'est l'apocalypse, affirme ma grande sœur. J'ai peur que la fin du monde arrive trop vite. J'aurais aimé fêter mes 10 ans. Il ne manquait qu'un mois. Maman dit que ma sœur invente. Ce n'est pas l'apocalypse. Je frissonne tout de même. Papa m'apprend que le chauffage ne fonctionne plus. Pour se garder au chaud, on doit mettre plusieurs pelures de vêtements. C'est l'Halloween en plein hiver. Papa prépare un feu dans le poêle à bois au sous-sol. Maman installe des sacs de couchage. Nous voilà tous ensemble à faire du camping dans notre propre maison. Il ne manque que des guimauves grillées. Mon père allume une petite radio à pile pour écouter les nouvelles. C'est donc la faute du verglas, confirme maman. Je demande ce qu'est le verglas. Ma mère m'explique. Quand il pleut, mais qu'il fait très froid au sol, toute l'eau gèle. Et comme il a plu beaucoup hier, les fils électriques n'ont pas pu soutenir le poids de cette glace, poursuit papa. Les pylônes n'ont pas tenu. Tout ça a causé une panne d'électricité. J'imagine tout un paysage de câbles cassés. Plus de télévision, plus d'ordinateurs, plus de jeux vidéo. Déception. Seule la radio à pile nous assure un lien avec le reste du monde. J'apprends que notre école sera fermée demain. Joie! C'est l'heure du dodo, les enfants, annonce maman. Sans avoir pris notre douche? Eh oui, à moins que vous vouliez prendre une douche froide. Non merci. Ma sœur et moi sommes aussi excités qu'à la veille de Noël. Je me glisse dans mon sac de couchage avec une lampe de poche. Je mets du temps à m'endormir. Je suis trop heureux de vivre un moment exceptionnel. Alors ça, c'est au début d'une tragédie. On peut ressentir ça. Et par la suite, ben, on évolue. On se pose plein de questions et parfois, ça devient très anxiogène pour les enfants aussi. Alors, je vous souhaite à tous beaucoup de bienveillance, beaucoup d'empathie autour de vous. Donc, parlez-vous. Il y a un lien virtuel qui est très beau sur les réseaux sociaux, donc préservez ça. Et je pense que la solitude la plus belle, ben, c'est quand on se sent entouré de gens. Donc, je ne sais plus qui dit ça, c'est tellement une belle phrase. La solitude, elle est grisante quand on est seul dans une pièce où il y a plein de gens dans la maison.
autour de nous. Donc, on est seul, mais il y a plein de gens autour de soi, j'espère. Voilà, prenez soin de vous et on se souhaite de se revoir dans le réel très bientôt. Bye bye!